Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais parler d'un exposé que j'ai donné au Forum des jeunes mathématiciennes et mathématiciens à Brest le 30 novembre 2022. Je salue d'ailleurs au passage les membres de l'association Femmes et Mathématiques pour leur invitation. Cet exposé était intitulé « Le cours d'analyse 1857-1929 de Sturm, un recueil de leçons données à l'école polytechnique devenu ouvrage collectif ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler les quelques grandes lignes de la biographie de ce mathématicien franco-suisse Charles Sturm. Celui-ci est né en 1803 à Genève et il a passé une partie de son enfance et de sa scolarité dans cette ville. Au tout début, il a été initié aux mathématiques lorsqu'il était au collège de Genève. Et puis, plus tard, il est entré à l'Académie de Genève, qui était à l'époque un établissement d'enseignement supérieur. La scolarité là-bas se faisait en deux temps. Dans un premier temps, on assistait à l'auditoire de belles-lettres, où on enseignait principalement le grec, le latin et les humanités en général. Et puis, plus tard, il y avait l'auditoire de philosophie. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup plus de sciences. Il y avait des maths, de la physique-chimie et des sciences naturelles. C'est notamment à l'Académie que Sturm a eu comme professeur Simon L'Huillier, qui était un mathématicien connu à l'époque. En 1825, Sturm s'installe de façon définitive à Paris avec son ami Jean-Daniel Colladon, qui était physicien. À eux deux, ils vont remporter le Grand Prix de l'Académie des sciences en 1827 pour avoir fait des expériences sur le son, et notamment grâce à une expérience dans le lac Léman, qui leur a permis de déterminer la vitesse exacte du son dans l'eau. En 1829, Sturm annonce son invention du théorème qui porte son nom, le théorème de Sturm, qui est un théorème d'algèbre, ou en tout cas qui donne le nombre de racines réelles d'une équation algébrique. Grâce au soutien d'Ampère, Sturm devient rédacteur principal dans le bulletin de Fay-Lussac en 1829. C'était donc un journal scientifique et il était notamment le rédacteur principal de la section mathématiques. En 1830, la révolution de juillet éclate. Cela va être profitable pour Sturm. Avec le nouveau régime de la monarchie de Juillet, Sturm parvient à devenir professeur de mathématiques spéciales au Collège Rollin, ce que son statut de protestant ne lui donnait pas comme possibilité auparavant. Il faut savoir que le Collège Rollin était un collège un peu spécial, c'était d'abord un collège municipal et donc pas un collège royal. Et de ce fait, Sturm, qui n'avait ni de titre ni de diplôme, il n'était pas agrégé, pouvait obtenir ce poste de professeur de mathématiques spéciales, alors qu'une des conditions nécessaires pour être professeur de mathématiques spéciales dans un collège royal, c'était d'être agrégé à cette époque. En 1836, il devient membre de l'Académie des sciences, grâce en partie au soutien d'Arago, qui était son patron, et en 1838, il devient le répétiteur de Liouville à l'école polytechnique, et c'est donc une première entrée dans l'école polytechnique. En 1840, il est enfin nommé professeur d'analyse et de mécanique à l'école polytechnique, suite à une nomination houleuse qu'il avait mis en concurrence avec le philosophe Auguste Comte. Et il devient également professeur de mécanique à la faculté des sciences de Paris, jusqu'en 1855, année de sa mort. Et donc on pourrait se demander, mais pourquoi étudier le cours d'analyse de Sturm ? Eh bien d'abord parce que l'ouvrage, de façon remarquable, a été publié à titre posthume. Sa première édition date en effet de 1857, soit 2 ans après la mort de Sturm. Il va connaître un certain nombre de rééditions, 15 éditions au total, jusqu'en 1929 quand même. Il a été initialement pensé comme un recueil de leçons qui a été donné à l'école polytechnique. Cela regroupe donc le calcul différentiel, le calcul intégral et le calcul des variations. Et surtout, comme nous allons le voir, de nombreux acteurs vont s'intégrer au projet de publication de l'ouvrage et de ses multiples rééditions. Et puis pour l'historienne et l'historien des mathématiques, l'étude des ouvrages des cours à destination principalement des lycéens ou des étudiants a de l'intérêt, parce que le champ de la recherche mathématique n'est pas un champ autonome, que depuis le XIXe siècle, la figure du mathématicien, qui est une construction sociale, est associée à celle de l'enseignant, et les professeurs jouent un rôle important dans la diffusion du savoir et de la transmission intergénérationnelle, et c'est pour cela que je cite l'article de Bruno Bellost qui appelle à une réévaluation du rôle de l'enseignement dans l'histoire des mathématiques. Mon plan va donc se découper en 2 parties. Dans un premier temps, je vais parler de l'entreprise collective de publication du cours d'analyse, et enfin, je vais étudier comment le cours d'analyse va suivre l'évolution de l'analyse en tant que champ disciplinaire des mathématiques.
Alors, tout d'abord, pour la première édition du cours d'analyse, donc qui va être publié en 1857. Il y a plusieurs acteurs et actrices même à ce projet de publication, et tout d'abord Anna Sturm, qui était la sœur de Charles, et qui devient la propriétaire des œuvres posthumes de son frère. Il faut savoir que Anna et Charles vivaient tous les deux ensemble dans un appartement, place du Panthéon à Paris, et lorsque Charles est décédé, Anna s'est retrouvée plus ou moins démunie. En effet, Charles Sturm bénéficiait d'un traitement très avantageux de professeur de l'école polytechnique et de la faculté des sciences de Paris et d'académiciens, ce qui faisait un total de 11 500 francs par an, ce qui était non négligeable et qui permettait à ce duo de survivre. Dans l'entourage d'Anna Sturm, on trouve également Jean-Baptiste Faury, un mathématicien normalien, agrégé, qui a été surtout un ancien élève de Sturm au collège Rollin. Et il va même prendre sa succession au poste de professeur de mathématiques spéciales dans ce même collège Rollin de 1840 à 1850. Puis il sera professeur de mathématiques à Saint-Louis et enfin examinateur à l'école navale à partir de 1850. On trouve des traces du projet de publication du cours d'analyse dans la correspondance d'Anna, notamment dans cette lettre qui date du 6 janvier 1856 et qui est destinée à Colladon, donc le physicien qui était l'ancien ami de Sturm. Anna écrit « Monsieur Liouville est pour nous d'une bonté parfaite. Il veut bien se charger de la publication des œuvres de mon frère, mais il désire surtout qu'on commence par le cours, qui doit rapporter un avantage pécuniaire. Il laissera à Monsieur Prouet, qui est moins occupé que lui, le soin de s'occuper des cours d'analyse et de mécanique. J'ai des petits cahiers dont Charles se servait pour faire ses leçons, et Monsieur Prouet tâchera de rendre les cours aussi parfaits que possible. » On voit donc apparaître un nouvel acteur qui est Eugène Prouet, mathématicien, ancien étudiant de Sturm au cours de mécanique à la faculté des sciences de Paris. Joseph Liouville, donc mathématicien, qui était l'ami personnel de Sturm. En 1856, on va voir apparaître une notice biographique dans le bulletin de bibliographie, d'histoire et de biographie mathématique, qui est un complément des Nouvelles Annales de mathématiques, journal fondé par Ulrich Erkem et Camille Christophe Géronneau au cours du XIXe siècle. Et dans cette notice, à la fin, on va lire « Le texte de ces leçons a été revu et corrigé en grande partie par M. Sturm, et les théories les plus importantes ont été rédigées par lui. Leur ensemble formera 4 volumes. L'auteur de cette notice, à savoir Prouet, est chargé de leur publication. Conformément au désir exprimé par M. Sturm lui-même, le premier volume paraîtra le 1er juillet prochain, et les 3 autres suivront à des époques très rapprochées. » Donc, le cours d'analyse a été pensé pour être publié en juillet 1856 par l'éditeur Mallet-Bachelier, qui était le grand libraire et imprimeur installé au 55 quai des Augustins à Paris, qui était notamment connu à l'époque, car spécialisé dans l'édition mathématique. Le projet va prendre du retard, et ce n'est qu'en juin 1857 que le premier tome du cours d'analyse est publié. Et là, c'est un nouvel acteur qui va assurer la promotion du cours d'analyse, et ce n'est pas n'importe qui pour Sturm, c'était Émile Brassine, un professeur de sciences appliquées à l'école d'artillerie de Toulouse à partir de 1831, et qui a fait une partie de ses études à Paris. Et c'est notamment à Paris qu'il a fait la rencontre de Sturm, et tous les deux, ils ont assisté au cours d'analyse de Cauchy donné au Collège de France. Et donc, dans les colonnes du bulletin, en août 1857, Brassine va écrire un article élogieux qui assure la promotion du cours d'analyse, et il écrit ceci. « Les professeurs, tous ceux qui cultivent et qui aiment les mathématiques, sauront gré à M. Prouet des soins qu'il s'est donnés pour éditer les œuvres classiques d'un des géomètres les plus originaux de notre époque. Les amis de Sturm seront à jamais reconnaissants à ce savant de son dévouement pour la mémoire d'un homme dont le nom durera autant que l'algèbre. » Donc si Brassine fait ici référence à l'algèbre, c'est parce que le théorème de Sturm, qui porte sur le nombre de racines réelles d'une équation algébrique, porte parfois le nom du théorème d'algèbre. Pour la deuxième édition du cours d'analyse qui va s'effectuer entre 1863 et 1864, de nouveaux acteurs vont émerger. Le premier d'entre eux, c'est Eugène Catalan, mathématicien, professeur particulier à Paris à ce moment-là. Et en 1864, il va rédiger une note sur un cas particulier de la formule du binôme, et cette note va être ajoutée à la fin du tome 2 du cours d'analyse, comme toutes les autres notes pour la suite. Émile Brassine, que nous avons évoqué, lui aussi va intervenir dans la deuxième édition, et pour comprendre son intervention, il faut revenir un peu en arrière, en 1857, car Brassine va publier un mémoire sur les équations différentielles à l'Académie des sciences, inscription et belles-lettres de Toulouse. Et ce mémoire va être ajouté sous forme de notes à la fin du tome 2 du cours d'analyse de la deuxième édition, intitulé
analogie des équations différentielles linéaires à coefficients variables avec les équations algébriques. Un troisième acteur va émerger, il s'agit de Théodore Desperou, professeur de mathématiques pures et d'astronomie à la faculté des sciences de Dijon à partir de 1849 et qui a fait ses études à Toulouse. Il obtient le titre de docteur en 1841. Et pour lui, c'est un peu particulier. En 1849, il va en effet publier dans le recueil des mémoires de l'Académie de Dijon un mémoire sur les fonctions elliptiques qui est totalement passé inaperçu, surtout pour les mathématiciens installés à Paris. Et l'histoire du rapport de Desperou est parfaitement résumée par Joseph Bertrand dans le rapport sur les progrès les plus récents de l'analyse mathématique en 1867. En effet, Bertrand a écrit « Monsieur Desperou a publié dans le recueil des mémoires de l'Académie de Dijon un travail intéressant sur les fonctions elliptiques. Une démonstration élégante, qui s'y trouve, avait assez attiré l'attention de M. Sturm pour qu'il la copiât de sa main. M. Liouville, la retrouvant dans ses papiers, la jugea digne de lui, et la présenta à l'Académie des sciences comme une œuvre posthume de son ami. La réclamation très fondée de M. Desperou a signalé aux géomètres un recueil qu'ils consultent rarement, et beaucoup d'entre eux auraient, sans cet incident, ignoré l'excellent mémoire auquel il a donné sans aucun doute de plus nombreux lecteurs. » Ainsi, le mémoire de Desperou sur les fonctions elliptiques va connaître une sorte de deuxième vie en 1864 en étant publié en guise de note à la fin du tome 2 du cours d'analyse pour la deuxième édition. Résumons-nous. Pour la deuxième édition, des notes vont être ajoutées à la fin du tome 2 du cours d'analyse. Les fonctions elliptiques font leur entrée via la note de Desperou. Puis, des exercices sont introduits, empruntés au recueil d'exercices sur le calcul infinitésimal de Jean-Frédéric Freinet, mathématicien, et également publié chez Mallet-Bachelier. Nous allons maintenant avancer un tout petit peu dans le temps et parler d'un nouvel acteur qui est Hermann Laurent, mathématicien qui est répétiteur à l'école polytechnique dans les années 1870. C'est un polytechnicien de la promotion 1860 et surtout en 1877 jusqu'en 1879, Laurent va faire publier une série d'articles intitulée Théorie élémentaire des fonctions elliptiques dans les nouvelles annales de mathématiques. Et pour comprendre cette introduction dans les nouvelles annales mathématiques de cette série d'articles, il faut savoir qu'en 1877, les intégrales elliptiques font leur entrée dans le programme de la licence S-Sciences mathématiques. Pour expliquer son projet, Laurent a écrit « Les personnes qui veulent étudier la théorie des fonctions elliptiques ont certainement d'excellents ouvrages à leur disposition. Mais il n'existe pas de traité, pour ainsi dire élémentaire, dans lequel on puisse prendre une idée suffisamment exacte de la théorie des fonctions elliptiques, sans cependant l'approfondir dans tous ses détails. Nous croyons donc faire une chose utile en offrant aux lecteurs des nouvelles annales une théorie des fonctions elliptiques résumant les propriétés les plus importantes et leur principale application à la géométrie et à la mécanique. » À la suite, cette série d'articles va être publiée sous la forme d'un seul ouvrage, intitulé « Théorie élémentaire des fonctions elliptiques » chez Gauthier-Villard, qui est le successeur direct de Mallet-Bachelier. Et en 1884, la théorie élémentaire des fonctions elliptiques de Laurent va être simplement ajoutée dans la 7e édition du cours d'analyse. Un peu plus tard, à l'occasion de la 9e édition, un autre acteur va apparaître. Il s'agit d'Albert de Saint-Germain, professeur de mécanique rationnelle et appliquée à la faculté des sciences de Caen depuis 1877. Il est parvenu à obtenir le titre de docteur en 1862 et d'agrégé en 1865. De Saint-Germain a participé en 1881 à la 4e édition du cours de mécanique de Sturm, en rédigeant des notes et des énoncés de problèmes à la fin de l'ouvrage. Et en 1888, il va retravailler le cours d'analyse en tenant compte des attendus des nouveaux programmes de la licence et des nouvelles pratiques apparues dans l'enseignement de l'analyse, dont quelques-unes vont être détaillées un peu plus tard. De Saint-Germain semble avoir un peu conscience que le cours d'analyse ressemble un petit peu à un patchwork, avec d'une part les leçons de Sturm, puis un peu de notes ajoutées à la fin du tome 2, jusqu'à un traité élémentaire sur les fonctions elliptiques. Il a bien conscience de cela, et à la fin de l'avertissement de la nouvelle édition, il va écrire « Nous espérons que cette nouvelle édition présentera un ensemble aussi homogène qu'on peut le demander, à une œuvre collective, qu'elle sera au moins aussi facile à étudier que les éditions précédentes, tout en étant suffisamment complète pour les débutants. » Nous allons maintenant étudier comment le cours d'analyse de Sturm va suivre l'évolution de l'analyse en tant que branche des mathématiques vers la fin surtout du XIXe siècle. Donc il faut savoir d'abord que Sturm et Liouville, en tant que professeurs d'analyse à l'école polytechnique,
Suivez le programme de manière routinière, suivant les mots de Bruno Bellost. Et donc, par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que leur définition de base de l'analyse soit particulièrement novatrice. Par exemple, pour Sturm, y égale f de x est une fonction continue de x si, pour des valeurs de x qui varient par degré insensible, l'ordonnée varie aussi par degré insensible. Une variable admet une limite quand elle s'approche d'une quantité fixe, de manière à n'en différer qu'aussi peu qu'on voudra. Et enfin, un infiniment petit, qu'est-ce que c'est selon Sturm ? C'est une quantité essentiellement variable qui tend vers 0. On retrouve les définitions classiques et en usage à l'époque dans les cours d'analyse et surtout dans ceux de l'école polytechnique. Ainsi, par exemple, pour démontrer la fameuse correspondance entre la variation d'une fonction et le signe de sa dérivée, Sturm va simplement utiliser h et k comme infiniment petit. On aura donc y plus k égale f de x plus h. Et de la relation k égale y' plus alpha, le tout fois h, Sturm va conclure ainsi, une fonction croît ou décroît à partir d'une valeur déterminée de x, suivant que sa dérivée est, pour cette valeur, positive ou négative. Et donc pour bien comprendre l'usage des infinitésimaux, à cette époque-là, je vais m'appuyer sur l'étude de Martin Zerner. En effet, celui-ci appelle principe de substitution le principe des infinitésimaux obtenu par la réunion de ces deux théorèmes. Si alpha et bêta sont des infiniment petits, et alpha' et bêta' n'en diffèrent que de quantités infiniment petites par rapport à eux, le rapport alpha' sur bêta' a la même limite que le rapport alpha sur bêta. Si la somme à terme positif alpha 1 plus alpha 2 plus etc. plus alpha n a pour limite grand S quand n tend vers l'infini, et si les bêta i ne diffèrent de alpha i que par un infiniment petit d'ordre supérieur, alors bêta 1 plus bêta e plus etc. plus bêta n a aussi grand S pour limite. Et Sturm va effectivement citer ces deux théorèmes, mais surtout pour lui, ce qui est le plus important, c'est un corollaire de ce principe. Ce corollaire est donc un théorème qui, sous la plume de Sturm, s'écrit comme ceci. Si une somme d'infiniment petits, dont le nombre augmente indéfiniment, a une limite finie, la somme des produits obtenus, en les multipliant respectivement par d'autres infiniment petits, aura pour limite 0. Et ce théorème, dans le cours d'analyse, va être mobilisé à plusieurs reprises dans des démonstrations principalement, notamment lorsqu'on essaie de démontrer que les aires peuvent être vues comme une limite d'une somme de rectangles, dans le cas où on cherche à rectifier des courbes, et aussi dans le fait qu'on peut voir les intégrales définies comme des limites d'une somme. Et pour voir comment le principe de substitution était utilisé par Sturm, je vous propose le problème suivant. On a un bout de courbe qui est l'arc CD, et on cherche à déterminer la surface sous la courbe, que je note petit u. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On considère un point P séparé d'un autre point P' par une distance delta x, qui va être un infiniment petit, et on construit comme ça une succession de rectangles inférieurs. On aura donc la somme des aires de tous ces rectangles qui sera inférieure à la surface U recherchée. On peut donc écrire que la somme des y delta x est inférieure strictement à petit u. Si je considère cette fois-ci les rectangles dits supérieurs qui passent au-dessus de la courbe, alors il faudra tenir compte d'une certaine variation delta y qui va apparaître. Chaque rectangle aura donc pour dimension y delta x plus delta y delta x. Et si je fais la somme totale de tous ces rectangles supérieurs, on pourra en conclure que la surface U recherchée est inférieure strictement à la somme des y delta x plus la somme des delta y delta x. De cette double inégalité, on va pouvoir tirer quelques conclusions. Tout d'abord, remarquons que la somme des delta x est finie. En effet, elle est égale à longueur AB. Et donc, d'après le principe de substitution, la limite de la somme de delta y delta x va être égale à 0. On va donc conclure, par passage à la limite, que U est la limite de la somme des y delta x. L'aire recherchée peut être donc vue comme une limite d'une somme de rectangles. Mais surtout, dans sa démonstration, Sturm va faire une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est celle de la monotonie par morceaux des fonctions continues. En effet, Sturm écrit ceci. Le raisonnement reste le même lorsque les ordonnées sont constamment décroissantes, depuis C jusqu'à D. Ce que nous venons de démontrer s'applique donc à une portion de courbe dans laquelle les ordonnées varient d'une manière quelconque, car on pourra toujours partager l'aire totale en parties dans lesquelles les ordonnées soient assujetties à aller constamment en augmentant ou en diminuant. Maintenant, essayons de voir le problème de la rectification d'une courbe. Donc l'idée, c'est on se donne un arc CD et on cherche la longueur de cet arc. Donc pour ce faire, on place des points sur cette courbe
par intervalles de petit x réguliers et on les relie sous forme de segments. Je considère deux points P et P' séparés par delta x et on aura une variation en ordonnée delta y avec des points M et M' comme sur la courbe ci-dessus. Par application du théorème de Pythagore, on peut dire que MM' c'est cette racine carrée ci-dessus. Et le truc c'est que quand delta x va se rapprocher de 0, et bien delta y sur delta x va se rapprocher de dy sur dx. Et surtout, on va voir apparaître un alpha, un infiniment petit, de telle façon que l'égalité ci-dessus soit vraie. Si je pose grand Y, la racine carrée de 1 plus dy sur dx au carré, et si je note P, le périmètre de la ligne brisée, alors je peux donc écrire P comme la somme des y delta x plus la somme des alpha delta x. Et là, on va de nouveau appliquer le corollaire du principe de substitution. Comme la somme de delta x est finie, égale à la longueur AB, et que alpha est un infiniment petit, alors d'après ce théorème, la limite de la somme des alpha delta x va être égale à 0. Donc la longueur de l'arc CD, qui est la limite de la somme des y delta x, est également l'aire sous la courbe dont l'équation est y égale racine carrée de 1 plus dy sur dx au carré. De nos jours, on dirait que la longueur de l'arc CD, c'est l'intégrale entre a et b de la racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. En 1868, on va assister à un tournant dans la présentation des résultats fondamentaux du calcul différentiel, notamment dans les ouvrages d'analyse. Et cela va provenir du mathématicien Joseph Alfred Seuret dans son cours qui est intitulé « Cours de calcul différentiel et intégral ». Dans cet ouvrage, on va assister à une démonstration du théorème de Rolle qui à ce moment-là n'est pas encore nommé tel quel. Et cette démonstration va être due à un autre mathématicien qui est Pierre Ossian-Bonnet. Seuret va également faire une démonstration du théorème des accroissements finis qui va être perçu comme un corollaire du théorème de Rolle. Puis plus tard, on va assister à une nouvelle démonstration de la formule de Taylor-Lagrange par Eugène Rouchet, également comme corollaire du théorème de Rolle, cette fois-ci dans le cours d'analyse de Sturm. La formule de Taylor était une formule importante que les étudiants devaient connaître car inscrite dans tous les programmes, que ce soit à l'école polytechnique ou dans ceux de la licence S-Sciences Mathématiques. Et dans l'édition de 1888, de Saint-Germain va apporter une modification de la formule de Taylor. Dans l'introduction, en effet, il va écrire ceci. À une démonstration assez pénible de la série de Taylor, j'ai substitué l'élégante démonstration de M. Rouchet, en rappelant la démonstration si générale que M. Bonnet a donnée du théorème de Rolle. Donc cette fois-ci, le théorème de Rolle est désormais cité dans le cours d'analyse de Sturm. Et dans les éditions précédentes, en effet, il y avait plusieurs démonstrations de la formule de Taylor. On avait deux démonstrations qui utilisaient le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction dérivée n plus unième de f. On démontre ainsi la formule dite de Taylor-Lagrange. On trouve également une troisième démonstration qui utilise le calcul intégral et qui nous permet de trouver la formule dite de Taylor avec reste intégral. Néanmoins, le théorème des valeurs intermédiaires est de nouveau appliqué à la fonction dérivée n plus unième pour retrouver la formule de Taylor-Lagrange. Donc analysons la démonstration de la formule de Taylor suivant la première édition et donc suivant le cours d'analyse de Sturm donné à l'école polytechnique. L'idée, c'est d'abord de considérer le reste, que je note grand R, de la formule de Taylor. On fait un petit changement de variable, z égale x plus h. Si je note petit m le minimum et grand M le maximum de la fonction dérivée n plus unième de f sur l'intervalle x plus h, alors je peux obtenir soit l'inégalité qui est là, soit celle-ci. Je passe les détails, mais disons qu'il y a une discussion à faire autour de la parité de petit n. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Dans tous les cas, il existe un réel cas compris entre petit m et grand M tel que le reste soit égal à ceci. Et en vertu du théorème des valeurs intermédiaires, je peux trouver un nombre réel θ dans l'intervalle 0,1 tel que grand K soit égal à dérivée n plus unième de f appliquée à x plus θ fois h. Chez Seuret, nous allons voir comment sa démonstration du théorème des accroissements finis va utiliser de nouvelles idées. Donc pour rappel, le théorème des accroissements finis sous la plume de Seuret s'exprime comme ceci. Soit f de x une fonction de x qui reste continue pour les valeurs de x comprises entre les limites données, et qui, pour ces valeurs, est une dérivée f' de x déterminée. Si x0 et grand X désignent deux valeurs comprises entre les mêmes limites, on aura le rapport f de grand X moins f de x0 divisé par grand X moins x0 qui sera égal à f' de x1, x1 étant une valeur comprise entre x0 et grand X. Donc voici comment Seuret illustre sa démonstration du théorème des accroissements finis.
L'idée, c'est de poser cette quantité grand A égale à f de grand X moins f de x0, le tout divisé par grand X moins x0. Puis on introduit une fonction auxiliaire, phi de x, définie comme ceci. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que phi de x0 est égal à 0 et phi de grand X est égal à 0. Et là, on voit apparaître les prémices du théorème de Rolle. Serait donc va appliquer le terme de Rolle à phi, sans le nommer, en faisant une autre démonstration, en refaisant la démonstration de Pierre-Rossian-Bonnet, et cela se fait en deux temps, en supposant d'abord soit que la fonction phi est constamment nulle, dans ce cas, on a la conclusion du théorème assez rapidement, soit elle ne l'est pas. Et dans ce cas, Serait nous fait admettre que phi va commencer à croître, et il est alors évident qu'il existe alors une valeur x1 comprise entre x0 et grand X, telle que phi de x1 soit un maximum local. Dans ce cas, phi' de x1 est égal à 0, et quand je calcule phi' de x et que je l'évalue en x1, j'obtiens a égale f' de x1. Maintenant, étudions comment cette idée d'introduire une quantité, une fonction auxiliaire et d'appliquer le théorème de Rolle va être utilisée par Rouchet pour démontrer la formule de Taylor qui va être ajoutée dans l'édition 9 du cours d'analyse de Sturm. Encore une fois, l'idée c'est d'introduire une quantité grand A, comme ci-dessus. On introduit une fonction auxiliaire phi, comme celle-ci. On remarque alors que phi de x est égal à 0 et que phi de x plus h est égal à 0. Et là, on voit de nouveau apparaître le théorème de Rolle. Donc, il existe un nombre réel Z1 dans l'intervalle x plus h, tel que phi' de z1 égale à 0. On obtient donc a égale la dérivée n plus unième de f appliquée à z1 divisé par n plus 1, puis a égale dérivée n plus unième de f appliquée à x plus θh sur n plus 1, où θ est un nombre réel de l'intervalle 0,1, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. On a donc à la fin la formule de Taylor recherchée. Et donc, la démonstration, jugée assez pénible par de Saint-Germain, de la formule de Taylor selon Sturm, celle de l'édition de 1857, repose sur le fait que la dérivée n plus unième de f soit supposée continue. La démonstration jugée élégante par de Saint-Germain de la formule de Taylor de Rouchet, qui est intégrée dans l'édition de 1888, elle ne suppose que le fait que la dérivée n plus unième de f soit définie. Alors plusieurs motifs ont été identifiés par les historiennes et les historiens des mathématiques, par les philosophes des mathématiques, pour justifier l'existence de nouvelles démonstrations de certains théorèmes. Parfois, une nouvelle démonstration va être jugée meilleure parce qu'elle élimine les hypothèses superflues, ou alors parce qu'elle étend le domaine de validité du théorème, et parfois aussi parce qu'elle rend la preuve un peu plus claire. Et il semblerait que ces trois motifs soient ici réunis pour justifier donc cette nouvelle démonstration de la formule de Taylor. Maintenant, regardons ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne au cours de la décennie 1860. Le mathématicien Karl Weierstrass, en effet, utilise dans ses cours le formalisme à la epsilon delta que toute personne qui a fait des mathématiques dans le supérieur doit connaître, notamment si cette personne a suivi des cours d'analyse. Les cours de Weierstrass ne sont pas publiés, les cours qui sont donnés à Berlin, mais néanmoins ils circulent parmi les étudiants et parmi les mathématiciens. En 1872, on assiste à la publication de deux différentes constructions des nombres réels. Nous avons d'abord celle de Richard Dedekind par la méthode dite des coupures et celle de Cantor par la méthode des suites dites de Cauchy. Et en 1886, en France, dans le cadre des cours d'analyse, on va assister à un tournant avec la publication de l'introduction à la théorie des fonctions d'une variable de Jules Tannery. Tannery va adopter l'approche moderne du théorème de Rolle, précédant le théorème des accroissements finis, mais sans le citer encore une fois. On n'y est pas encore. Il va donner une construction des nombres réels également. Et donc on va assister au début d'une nouvelle génération de cours de calcul différentiel. Au niveau des fondements de l'analyse, le cours d'analyse de Sturm va commencer à devenir archaïque dans les années 1880. Et donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le cours d'analyse va survivre jusqu'en 1929 ? Alors on ne peut proposer que quelques hypothèses, mais on peut dire déjà que la connaissance des infiniment petits, notamment les théorèmes relatifs à la limite d'un nombre indéfiniment croissant de quantités infiniment petites, est au programme de la licence. Donc, a priori, c'est encore pertinent, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et surtout, les sujets d'examen de la licence ne font pas référence aux fondements de l'analyse. Or, un exercice typique d'un examen de la licence consiste à établir une propriété géométrique d'une courbe ou d'une surface, puis à résoudre l'équation différentielle à 3 divisants. Cela a été notamment mis en évidence par Zerner. Or, on trouve ce type d'application et d'exercice dans le cours d'analyse.
Pour conclure, disons simplement que, initialement pensé comme un simple recueil de leçons données à l'école polytechnique, le cours d'analyse est devenu au cours de ses multiples rééditions un ouvrage collectif auquel se sont greffés plusieurs acteurs et actrices pour le compléter et le rendre conforme aux attendus des programmes, principalement ceux des licences et sciences, et moderniser certaines démonstrations. Cependant, dès la décennie 1880, sa présentation des principes fondamentaux du calcul différentiel est rendue obsolète par le nouveau formalisme, les définitions et les démonstrations estimées plus rigoureuses. Mais le cours d'analyse survit jusqu'en 1929, car toujours conforme aux examens des licences. Voilà, je vous remercie pour votre attention.